Bonsoir à vous, merci d'être en notre compagnie, merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes sur Live TV, il est 18h30. Nous sommes très heureux de vous savoir à nos côtés. Bienvenue dans le Grand Talk en compagnie d'Élisée Boloubeu, en compagnie de Sa Majesté Daouda, André Bois. Bonsoir tous les trois, comment allez-vous? Super bien pour moi en tout cas. Ça va, l'unisson peut-être, ça va. Ça va super bien. Très bien. Et toi-même? Ça va très très bien, merci. Ça va très très bien, merci. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est ça. J'ai trouvé Daouda en train d'écouter du KS Bloom ce soir. Ça m'a fait peur. Nous sommes à la fin du mois. Non, j'aime bien KS Bloom parce qu'en fait, il chante bien. Ouais. C'est vrai que c'est une chanson chrétienne, mais la rythmique est bien, les paroles c'est bien. J'aime bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est une chanson chrétienne, veut ramener à quoi? Le coup, c'est le... Non, je vais dire, les musulmans. Je suis musulman. Là, je m'en cache même pas. Voilà. Oui, enfin, c'est une évidence, enfin. Voilà, donc du coup, un musulman qui écoute une chanson chrétienne. En même temps, quand Daouda nous dit ça, l'idée, en tout cas, on arrive à la conclusion que c'est une chanson qui implore le Dieu unique. Voilà. Donc ça plaît à tout le monde. Donc très bien. Bon, moi, vous ne me l'avez pas demandé, mais le week-end, j'étais en compagnie d'André et d'Élisée à la Folie du Master. Ah, c'était belle initiative. Une très très belle initiative, la Folie du Master, donc avec l'organisation. Chapeau bas à Chef Brice. Oui, c'est ça, chapeau bas. Qui n'est pas toi d'ailleurs. Oh, dommage. Voilà. Et la prochaine fois, il y aura du poisson. C'est une très belle initiative en ce sens, en fait, qu'elle est portée par un jeune entrepreneur. Je pense que nous, en tant que jeunes Ivoiriens, c'est des initiatives pareilles qu'on doit pouvoir encourager. Entre nous, vraiment, il faut s'entraider, il faut s'encourager pour porter ce genre d'initiative. Vraiment, bravo en tout cas au chef Brice. Alors, Maï Mike n'a pas été invité, je l'avoue. Mais on va vous présenter les images. Hein. Je crois que demain, vous aurez les images. Et puis, plus l'invitation de Maï Mike à autre chose, quelque chose. Non, mais il faut lui juste signifier qu'on a tellement mangé qu'on est parti même en laissant des plats sur la table, quoi. Oh, Élisée, vous êtes provocateur. En fait, Élisée, il n'a pas été invité à mon dîner gala, il s'est énervé. Tu aimes manger chez les gens, en fait. Change de vie. Les amis, le point rapidement, le point Qatar, c'est le Maroc. Le Maroc qui s'est qualifié suite au premier match face à l'Espagne. Quelqu'un parlait de favori ici, il ne fallait pas qu'on dise favori, mais bon, finalement, c'est le Maroc qui a battu donc l'Espagne on va votre grande main. S'il vous plaît. La fatidique épreuve des tirs au but. André, s'il te plaît. Et donc... S'il te plaît, André. D'accord. Reconnais ton tort au moins. Oui, je t'avais dit ici qu'il n'y a pas de favori. Bon, on ne va pas faire le débat. Hein. Voilà. Très bien. Daouda a raison. Mais juste chapeau au gardien du Maroc qui a sorti tous les arrêts des Espagnols. Ouais. Très bien. Tous les tirs des Espagnols, c'est ça. OK. Donc le Maroc est qualifié? Pour les quarts de finale, c'est son premier quart au mondial. Ouais. Donc, alors, la dernière fois qu'ils étaient qualifiés pour les huitièmes, j'avais vu déjà un petit cortège pas loin de l'ambassade. Là, ce soir, je pense que je vais retrouver le cortège avec plus de voitures. Il y a toujours des opportunistes qui rejoignent les rangs. Donc, bon, félicitations. C'est l'Afrique. Je le dis avec un peu de... C'est l'Afrique qui gagne. Oui, parce que le Maroc, c'est un pays africain. Alors, pour le dire. Il fait partie de nos représentants africains. Bon, alors les amis, on va évoluer. On va évoquer à présent l'affaire Peter 007. André Bois. L'affaire Peter 007 est une affaire très simple. Voici un jeune Ivoirien qui a été convié par notre chaîne, Live TV, et à la suite d'une émission, déjà une très belle émission, pour parler justement des choses qui se passent dans la vie de couple. Et à la suite de ça, il a été donc convoqué par la police, la gendarmerie notamment, pour l'entendre sur un certain nombre d'actes ou d'actions qu'il aurait effectuées sur le net, enfin, non subodore que c'était par rapport à ces vidéos-là. Et donc, il a été entendu jusqu'à ce que ce soir, des informations nouvelles nous parviennent. Et des informations nouvelles nous parviennent dans ce sens-là. Mais hier, déjà, tout s'est un peu emballé avec justement une action forte portée par ses géniteurs, son géniteur et sa génitrice. Et ce matin, on a appris aussi une série de choses. Donc, on a, tu le diras, on a réalisé une action forte, nous aussi, ce soir, qui consiste justement à recevoir quelqu'un qui sait un peu plus sur ce dossier. Maître Rodrigue Dadje, bonsoir. Vous êtes l'avocat de Peter 007.
Donc, vous êtes sur ce plateau-là pour un tout petit peu apporter le minimum de lumière, en tout cas, parce qu'on sait que c'est une affaire en cours, donc dans vos possibilités de pouvoir éclairer les uns et les autres sur ce que constitue cette affaire dite Peter 007. Mais bien avant, j'aimerais qu'on regarde un extrait de la vidéo, retrouvée donc sur Internet, la vidéo du géniteur de Peter 007. On regarde la vidéo, on revient juste après. Les paroles de mon fils sont graves. Je reconnais la gravité, je suis le père. Je reconnais la gravité que je viens de découvrir. Je me mets à genoux en lieu et place, devant le chef de l'État, devant la nation ivoirienne. Je demande pardon. Moi, c'est ma douleur, comme les autres ont souffert en voyant ces vidéos, que je ignorais son existence. Je demande pardon. Mon papa Alassane, le présent, il a plus. Pardonnez, regardez une mère, depuis mardi, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne fais rien, je suis devenue folle, je suis devenue autre chose. Mon père, Alassane, je te demande pardon, mon papa, je ne peux pas dire ton nom, mais je dis ça pour que tu reconnais que c'est de toi que je parle. C'est ton petit-fils, il faut avoir pitié de lui. Aujourd'hui, là, nous tous, on est avec toi. On est avec toi. Tu es notre père. Pardon. Pardon. Waouh. André, c'est très émouvant de... Je sais pas, vous allez pas... Non, mais il y a des moments où je suis bien content quand Brice dit André, mais là, j'ai le sentiment qu'il me faut dans un piège. Parce qu'on est touché vraiment énormément par un père de famille. Ce monsieur, bon, beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est un grand homme de ce pays. Un grand homme dans le sens où il a formé beaucoup de générations d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces étudiants m'ont appelé parce qu'ils ont été choqués de le voir à genoux. Et pour dire à nos compatriotes que là, c'est le père effondré, c'est le père qui cherche une perche que quelqu'un peut lui tendre. Et c'est une perche que tient la Côte d'Ivoire. Et je n'ai même pas envie d'entrer dans les explications, peut-être que le maître va le faire, mais nous, ce qu'on peut dire, c'est de voir cette image d'un père à genoux. Vous parlez d'un père, mais de sa mère aussi. Non, oui, on va revenir sur la mère. Culturellement, on est une société où la famille est construite autour d'un père fort. Et le voir comme ça, à genoux, moi, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe, en fait. C'est une image qui, pour nous, dans notre société, beaucoup nous regardent. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, hein, partout, ils nous regardent. Et ils se demandent comment nous, on va gérer ce père qui s'humilie de cette façon. Et je pense qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, mais cette image a dû toucher plus d'un. Et je pense que même au sommet de l'État, beaucoup ont vu l'importance et la symbolique de cette image. Daouda Élisée. Moi, j'ai vu l'image, j'avoue que j'ai eu la chair de poule, en fait, parce que quand tu vois un père, une mère demander pardon, je pense que il n'y a rien après le mot pardon. Il n'y a rien après le mot pardon. Et moi, je me joins à eux pour dire encore pardon au nom de toute la nation, parce que je pense que nous nous sommes lancés dans un processus de réconciliation, de cohésion sociale, franchement. Ce n'est que pardon qu'on peut demander. Voilà. Et moi, je pense que tous ici sur le plateau, on est unanime. Personne ne souhaiterait un jour voir ses parents dans une telle posture. Je ne pense pas que quelqu'un aussi, je dirais, saugrenu ou aussi inintelligent qu'on peut être, personne ne voudrait un jour voir ses parents dans une telle posture, dans une telle position, surtout à cause de soi. C'est vraiment des images qui... Je vous assure que ce matin, je pense que c'est ce matin que j'ai commencé à voir un peu sur la toile, j'ai essayé juste de substituer ces parents-là aux miens, étant peut-être fautif, et puis mes parents, je me suis dit, mais bon, je pense qu'après ça, je ne sais pas ce que je ferai après, quoi. Franchement, c'est difficile, c'est pénible, j'ai tellement mal. Et surtout quand on sait nos sociétés d'aujourd'hui, que forcément les parents, c'est vrai, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est vrai, tous, les parents n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, n'ont pas fait, mais c'est toujours pas évident. On a tous des enfants, on sait que parfois, c'est pas évident. Franchement, c'est difficile. Je crois que personne ne devrait vraiment rester insensible devant une telle image. Honnêtement, j'espère qu'on saura rentrer en nous-mêmes
nous, en tant qu'Ivoiriens, vraiment, ce pays de fraternité et de paix-là, pour ne pas que ces gestes-là vraiment restent comme des gestes vains, parce que vraiment, la famille, c'est vraiment humilié, quoi. Ça, il faut le dire honnêtement. Je pense qu'on est tous, après, on parle des niveaux. Hein. Là, on évoque la détresse de parents, pas directement responsables. Hein. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nos parents ne sont pas toujours au courant de tout ce que nous faisons. Mais personne ne voudrait, vous l'avez dit tout à l'heure, retrouver ses parents dans cette posture-là, plaider en notre faveur devant ce que vit un enfant. Maître, je vais me tourner vers vous. Peter 007 à l'état civil, donc Assal, il faut vous dire. Assal, sans le E. Niangoran, Assal. Assal Pierre. Assal Pierre. Quel est son état d'esprit en ce moment? Je vais tout de suite. Là, on a parlé du regret des parents, de la tristesse, du pardon des parents. Mais lui, aujourd'hui, bon, déjà, présentez-nous un tout petit peu l'affaire. On va commencer par ça, et puis après, on va évoquer la question des émotions et des sentiments. Alors, comment est-ce que je pourrais vous présenter cette affaire? Cette affaire est aujourd'hui en instruction. Oui. Donc, au regard du secret de l'instruction, on ne pourra pas vous donner le détail de ces affaires-là pour respecter le secret de l'instruction. Mais ce que je peux dire, c'est que les faits ont eu lieu courant 2020-2021. En son temps, en tant que cyberactiviste, il avait fait des vidéos pour insulter, offenser le chef de l'État, le ministre de la Défense, les autorités de notre pays, inciter à la désobéissance civile, à l'insurrection, même au coup d'État. Et courant 2021, il a réalisé ses erreurs. Il a décidé d'arrêter toute activité de cyberactiviste et de se ranger. Donc depuis, je dirais, la mi-2021 ou fin 2021, il a décidé de tout arrêter. C'est à la faveur d'une invitation par Live TV qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, profondément, il regrette ses propos. Il regrette ses vidéos, mais on ne peut pas effacer son passé. Il assume courageusement son passé, en reconnaissant ses fautes, en reconnaissant ses erreurs. Il a eu des propos très graves à l'encontre du président de la République. Et je pèse bien mes mots. Pour moi, le président de la République, c'est d'abord une personne très âgée, une personne très respectable, qui peut même être son grand-père, parce que M. Assal Niangoran n'a à peine que 38 ans. C'est un jeune garçon. Donc, aujourd'hui, il réalise profondément ses erreurs. Et quand il s'est fait arrêter, il a suivi le processus judiciaire sans faire aucune difficulté. Il a dit à toutes les étapes, je regrette profondément mes vidéos, je demande pardon et je me mets à la disposition de la justice. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est profond. C'est bien qu'on prenne nos mots comme ça sur la question de la justice. Je voudrais quand même comprendre, est-ce qu'un acte de contrition, un acte de demande de pardon comme ça, des parents, parce que je veux vraiment jouer là-dessus, est-ce que pour la justice, c'est quelque chose d'essentiel? Parce que la justice cherche réparation, mais la justice cherche aussi changement, progression. Quelle est la place du pardon vraiment dans notre système ou dans la façon d'appréhender la justice? Vous parlez, André, de la demande de pardon des parents, mais il y a le regret également de la personne qui pose l'acte. Comment la justice... Est-ce qu'elle peut être clémente? Qu'est-ce que ça vaut? Déjà, la justice, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un ordinateur. La justice est détenue et gérée par des personnes humaines qui sont dépositaires et garantes du respect de la loi, mais qui sont des personnes qui ont une sensibilité. C'est le comportement de la personne poursuivie et qui se reconnaît en faute qui permet à la justice d'avoir une main plus légère ou plus clémente. C'est ce qui est la vérité. Donc, en ce qui concerne Peter, sinon en ce qui concerne M. Niangoran Assal, depuis la première fois où il a été arrêté, il a un comportement d'humilité, de regret et de pardon. Et la ligne de défense de M. Assal, au-delà de répondre du contenu de ses vidéos, c'est d'assumer qu'elles sont graves et qu'il les regrette et qu'il demande pardon. Alors, je crois que tout à l'heure, vous avez fait une position. Je lis sur nos pages des réseaux sociaux certaines réactions d'internautes. Quelqu'un qui dit, quand mon enfant voit ça, c'est Titi Eloine qui nous le dit, il retient qu'on peut tout faire et demander pardon après. Est-ce que l'acte de rédemption, de rémission de Peter, de Niangoran Assal, n'a pas commencé à partir de son arrestation? On peut dire que c'est l'arrestation qui déclenche en lui ce processus. Vous avez dit, déjà à partir de fin 2001, il avait décidé... 2021, il avait décidé d'arrêter donc toute forme de vidéo,
offensant le chef de l'État? Alors en réalité, je ne pense pas que son acte de rémission commence maintenant. Parce que le fait de reconnaître que ces vidéos étaient graves et offensantes, le fait de les regretter et de décider de mettre fin définitivement à sa carrière de cyberactiviste, c'était déjà un premier pas. C'était déjà un premier pas. Et ça n'a pas été dit maintenant. Moi, je le suis. Ça a été fait en 2021. Ce n'est même pas l'arrestation qui déclenche. Non, ça a été fait en 2021. C'est un fait. Ça a été fait en 2021. Et il a dit, maître, j'ai regretté profondément toutes mes vidéos et j'ai décidé d'arrêter toute activité. Non, sincèrement, et il a effectivement arrêté toute activité de cyberactiviste. Ça, c'est un fait qui est aussi patent que le contenu de ses vidéos initiales. Maintenant, quand il décide d'arriver à Abidjan, il se dit, je viens à Abidjan, ça va me faire du bien parce que ça fait longtemps que je suis parti d'Abidjan, mais ça va être dans un élan de réconciliation. Je vois son émission, un bout de son émission ici devant votre chaîne, sur votre chaîne dans laquelle il dit « Je remercie le président de la République ». C'était assez fort, monsieur le président de la République. Il aurait pu compléter qu'il demande pardon aussi, mais déjà remercier une personne qu'on a profondément offensée, c'est déjà un premier geste. Très bien. Alors, maître, un dernier mot. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de son état d'esprit. On peut dire que votre client regrette. Il demande pardon. Vous, aujourd'hui, la prochaine étape, un dernier mot, on va clore l'entretien. Alors, je vais résumer la situation aussi simplement. Il est dans un processus judiciaire qui a commencé par une enquête préliminaire, une enquête de police qui s'est très bien menée. Elle a été faite dans de bonnes conditions. Monsieur Assal, je l'ai assisté tout au long de cette enquête-là. Les officiers ont été corrects, ils ont fait leur travail. Ensuite, il est présenté à un procureur qui décide de le transférer devant un juge d'instruction. Donc, il est transféré devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction va l'inculper. Donc, le juge d'instruction l'a effectivement inculpé et l'a placé sous mandat de dépôt. Le juge aura maintenant le temps de lire le dossier, de le reconvoquer pour l'interroger sur le contenu des infractions qui lui sont reprochées. Et par la suite, la justice appréciera la suite de la procédure. En tout cas, Brice, je voudrais quand même souligner, en votre nom, en notre nom, nous tous, nous sommes donc de Live TV, parce que beaucoup s'interrogent sur la place de Live TV dans cette affaire. La première des choses qu'on doit tous souligner et tous reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, nous donnons la parole à l'avocat qui défend Peter. C'est déjà pour nous un acte très important et très fort. Nous ne sommes pas, je vais dire, partie prenante. On a invité un Ivoirien, Maître peut en témoigner. Aujourd'hui, votre présence est le signe que Live TV veut comprendre ce qui se passe et vous êtes là pour défendre votre client. Très bien. En tout cas, on l'a dit, hein, on va regarder, donc observer la suite. Merci, Maître. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je voudrais juste dire quelque chose. Pour moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme avec la situation de M. Assal, dans tous les sens. À partir du moment où M. Assal dit « j'ai posé des actes vis-à-vis d'une personnalité importante et que je les regrette », ça ne devrait plus faire l'objet de débat. Ça ne sert à rien que chacun de nous, selon ses tendances, essaie d'envenimer la situation. Laissons le processus judiciaire se faire sereinement et faisons confiance aux autorités judiciaires. Nous savons qu'elles pourront être clémentes en fonction du comportement de Peter qu'il a commencé à adopter depuis son arrestation. Merci Maître Rodrigue Dadje, merci d'avoir été sur notre plateau. On vous dit merci d'être. Je sais que vous avez certainement un agenda assez bouclé, je vous ai gardé sur notre plateau. Bon, exceptionnellement, on va vous permettre de vous retirer. Merci Maître, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bon les amis, on va à présent évoquer un autre point sur notre déroulé du jour. Eh bien, c'est Samuel Eto'o, hein, le point sur Samuel Eto'o. Regardez la vidéo, on va la commenter tout à l'heure. Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Eto'o salió del estadio y algunos aficionados lo abordaron. Apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión y de pronto la leyenda del fútbol africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza. Se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza.
voir le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, Samuel Eto'o, en train de s'en prendre à un youtubeur algérien. Donc ça va jusqu'au cou. C'est une image qui a choqué la toile, le monde sportif aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. De voir Samuel Eto'o sortir ainsi de ses gants et poser un tel acte. Commentaire déjà de la vidéo? Bon, personnellement, je sais, la vidéo, elle est elle est violente parce qu'on sent un coup de genou pratiquement dans la poitrine du youtubeur. Avant tout propos, je tiens à préciser que je condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique. Une fois que tu as dit ça, c'est la suite que je vais entendre. Voilà. Mais je peux comprendre Samuel Eto'o. Parce que, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que depuis la défaite de l'Algérie face au Cameroun en barrage, les Algériens ont estimé que que le match a été vendu et que la FECAFOOT, Samuel Eto'o, aurait donné de l'argent à l'arbitre Gassama en faveur du Cameroun. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, Samuel Eto'o et même les supporters camerounais et même l'arbitre sont en fait la cible des supporters algériens à tout moment. Et le monsieur en question n'est pas à son premier fait d'âme, puisque même pendant le tirage au sort du mondial, Samuel Eto'o a encore été interpellé par ces mêmes personnes-là, en plus des supporters, en plus de l'arbitre. Donc, à un moment, j'estime que Samuel Eto'o peut être agacé comme nous tous. Nous sommes des humains. Un homme, quel que soit sa statut, son rang, arrivé à un certain moment, face à un certain niveau de harcèlement, on peut craquer. Sûrement qu'il a craqué, Brice. Voilà. C'est mon commentaire sur la vidéo, en fait. André Élisée. Non, mais venant d'un journaliste comme Daouda, qui est quand même au premier rang du combat contre la violence tout court, je trouve que je suis même étonné. Il n'y a aucune excuse. Samuel Eto'o n'a aucune excuse. Les footballeurs, les hommes politiques, les personnalités publiques se font, disons-le comme ça, je pousse un peu le trait, harceler. Les journalistes, on connaît les paparazzi, etc. Mais ce n'est pas des raisons pour utiliser la violence. C'est-à-dire que quand on nous décrive le contexte des relations entre l'Algérie et le Cameroun, ok, mais qu'est-ce qui peut justifier la preuve? Je termine la suite de la parole, Élisée, c'est qu'il s'est excusé, il s'est rendu compte qu'il a été excessif. Ce n'est pas possible. En plus, il y a des gens qui font barrage, mais ils n'en démordent pas. Mais c'est ça qui... Mais est-ce que tu peux... Mais André, est-ce qu'au moins tu peux comprendre qu'en fait, à un certain moment... Je ne comprends pas. Ok, c'est ton droit de ne pas comprendre. Mais au moins... m'énerver, hein. Oui, c'est ton droit. C'est ton droit de ne pas... C'est ce que je dis. J'ai dit, à un moment donné, Samuel Eto'o, quel que soit sa statut, il peut craquer. C'est un être humain. Vous ne justifiez pas, vous expliquez peut-être. Voilà, je ne justifie pas la violence. Je comprends simplement. Voilà. Oui, moi je pense que Samuel Eto'o, déjà, voilà, on a le communiqué qu'il a produit, s'excusant pour son acte à l'endroit aussi bien du youtubeur que de l'ensemble de la sphère footballistique. Je crois que déjà ça veut tout dire. Samuel lui-même reconnaît en âme et conscience qu'il a très mal agi, qu'il s'est très mal comporté et qu'il n'aurait pas dû à poser cette action-là. Moi je pense que Samuel Eto'o doit être dans une dynamique. Quand on évoque le contexte du match d'éliminatoire entre le Cameroun et l'Algérie, mais Samuel Eto'o aujourd'hui doit s'inscrire dans une perspective d'apaisement. La preuve, il en vient dans son communiqué vers la fin pour demander que vraiment c'est un match, on est passé à ça, il faut qu'on avance. Mais en posant un tel acte, comment il peut penser que ça peut apaiser? Bien au contraire, ça envenime la situation. Il reconnaît, c'est pourquoi justement il a produit ce communiqué, parce qu'il reconnaît qu'il a je souhaite aussi que tu puisses lire la chute. Mal agi. Il faut lire la chute parce que... Très mal agi. Il faut lire la chute. Mais c'est de ça que je parle, Parce que la chute, il dit aux supporters du Fennec, je formule le vœu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse, mais désormais derrière nous. Mais c'est bien pourquoi Non, parce que... Non, je dis ça parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, à un moment donné, quand il dit c'est derrière nous, il faut que les Algériens aussi comprennent que nous sommes dans le foot, à un moment donné, il faut être fair play. Tu as perdu, on passe à autre chose. Mais raison de plus même pour ne pas écouter, raison de plus pour ne pas prêter attention aux invectives. Mais parce que ce que ça prouve, ça, c'est que lui-même qui demande aux gens qui soient derrière eux, là, ça prouve que lui, même lui, on a l'impression que... Depuis quand... Non, pour toi qui aimes bien le foot... Je viens... Élisée, pour toi qui aimes bien le foot, le match entre le Cameroun et l'Algérie, c'était à quelle date?
Mais Daouda, ça ne nous fait pas avancer à quoi que Mais ce soit. ça nous fait avancer. Pourquoi? Parce que ça nous fait avancer dans la mesure où, depuis que ce match a été joué, jusqu'à aujourd'hui, les Algériens n'ont pas encore digéré cette pilule. Ah non, à un moment donné, Mais il nous, faut arrêter. nous-mêmes encore, mais le match- nous-mêmes, mais le même match- vous parlez mais- du match Algérie-Cameroun, mais même nous les Ivoiriens, il y a un certain nombre de Mais défaites moi, je n'ai qu'on pas digère encore digéré la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Zambie en 2012. Excuse-moi. Mais même moi, je ne l'ai pas digéré. Mais Attends, qu'est-ce qui excuse-moi, justifie tu en donc parlais, je t'ai écouté. Ce que je veux dire, il faut que je te relance là-dessus. Tu ne vas pas invoquer le sentiment de déception des Algériens pour expliquer la réaction négative et excessive d'Eto'o. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'ici, on dit simplement, étant donné que c'est un footballeur international, c'est une personnalité, il connaît le monde du foot. D'accord. Il connaît, je dis, comment des supporters sont souvent meurtris, tristes devant les éliminations. Et quand des supporters se comportent comme ça, c'est lui Eto'o qui doit afficher le sourire, parce qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au-delà de ça, Donc, ne viens pas me donner des mais je vais explications. aller encore plus loin. Je vais prendre le cas d'un joueur emblématique, Zinedine Zidane, qui, pendant tout un match, a été harcelé par Materazzi. À un moment donné, malgré sa froideur légendaire, il a craqué. Et ça il a donne eu quoi comme dit- résultat? Non, Et il a s'il eu vous quoi plaît, comme résultat? s'il vous plaît, je ne justifie pas la violence, mais je pars du principe qu'à un moment donné, face à une déferlante d'harcèlement moral et psychologique, à un moment donné, on peut craquer. Est-ce qu'au moins vous pouvez lui concéder cela à Samuel Eto'o? Bon, alors, si Samuel Eto'o Concédez-lui était, cela avec- ici, hein, je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir un jour, il serait ici sur ce plateau, entendez-lui le communiquer en disant « Je regrette ce que j'ai fait ». C'est Point. tout. Ok. C'est ce que le communiqué veut dire. C'est tout ce que le communiqué veut dire. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'elle explique? Non, mais donc, est-ce que- tu expliques quoi en Mais fait je n'explique rien. J'ai dit, est-ce qu'au moins vous comprenez son agacement à un Mais moment non. donné? Bon, ok, c'est ton droit. que je comprends Mais au moins, pas. est-ce que tu me donnes le droit au moins de comprendre sa réaction? Non, je suis d'agacement? étonné. Mais c'est ton droit aussi. Non, parce que mais j'ai le rien droit n'excuse de la comprendre. violence. Moi, je J'ai- te dis, s'il te plaît. Non, non, mais Moi, je ne vais même pas qu'on discute là-dessus, parce que je crois que c'est déjà très clair. Moi, je vais terminer Oui, sur Samuel ce même qu'il a dit déjà là. Quand tout je dis dit. rien n'excuse la violence, ici, moi, en tout cas, depuis que je participe à ces émissions, je n'ai accordé aucune excuse à quelque violence que ce soit. Peu importe. Ce que je dis, c'est que nous, tout le monde craque. C'est pas la question qu'on discute. Cette violence-là doit être condamnée. Quand on commence, je la condamne, André. on commence, mais laisse-moi finir. Quand on Je la commence à condamne, introduire mais c'est pas des parce que excuses, pour rien de violent. justement, quand on commence à introduire des excuses, c'est le jeu pour nous dire non, je condamne, mais en fait, non, il n'y a pas mais en fait. La Je violence, dis- la violence. Je ne tape pas ma femme parce qu'à un moment, elle m'a Non, énervé. je ne- j'ai non, dit- c'est la même chose. Daouda, laissez-moi lui Donc on expliquer. arrête tout ça. Sinon, on ne va pas. Oui, André, Voilà. merci. Hein, merci, ça va, merci, hein, ça va. En fait, Daouda est d'accord avec vous tous. Il va chercher, lui, en bon psychologue, les raisons qui auraient peut-être emmené Samuel Eto'o Un à psychologue réagir de- ainsi. un Mais psychologue. André, Non, André, là, on n'est pas- va là, n'est pas la va pas Mais casser non, c'est le pas thermomètre pour faire c'est pas un débat. Hein? C'est pas un débat. voilà, là n'est pas le Il débat, dit là que n'est nous pas la sommes question, tous n'est pas le débat, humains. en fait. C'est qu'à un moment donné, on peut avoir nos limites. Et souvent, quand ces limites-là sont dépassées, on peut poser des actes qu'on va Qu'on regretter. regrette. Mais C'est ça. voilà, ça peut arriver. Merci, Brice. Oui, mais ce Parce que geste n'est pas André, bon. finalement, Mais je on est d'accord que c'est pas suis bon. obligé de toujours lui expliquer les choses assez longtemps pour qu'il comprenne. Non, non, oh, je le dis vieux, pas- il j'ai faut pas te compris, réveiller, hein. là. C'est J'ai Daouda. compris que vous êtes un adepte Non, de le la vieux, il faut violence. que tu te réveilles. J'ai compris Allez, que les tu es un amis, adepte Va, de la violence. franchement. vous allez poursuivre votre débat tout à l'heure au portail à Live TV. Bon, il y a une bonne nouvelle pour la suite. Le ressortissant suisse, lui, a été retrouvé. Donc, on en parlait hier sur le plateau. Jessica nous en a fait un peu le point. Donc, on espère lui et tous les autres. Hein, parce que, je veux dire, on évoque cette situation-là, mais bon, il y a d'autres personnes. Et ça, on le disait avec André, il y a d'autres disparitions en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Donc, bien sûr. celle-là s'est retrouvée un tout petit peu sur le net. Je pense que, et sur les médias, on en a parlé. Bon, Non, je passe l'information déjà. Mais pour- le seul commentaire que moi je voulais faire, c'est au-delà de la personne du Suisse, on en a parlé, c'est le fait de savoir est-ce que la forêt du Banco aurait pu être un endroit où on peut disparaître comme ça parce qu'il y aurait eu quelques... Rappelez-vous, Brice, quand on a reçu ici le DG de l'OIPR, qui aurait pu être un repère de grands génies ou un repère de bandits. Donc ça, je pense qu'au-delà de la personnalité du Suisse, parce que je pense que c'est anecdotique, c'était de savoir si la forêt du Banco est un endroit comme tout autre. On se perd dans la grande forêt autour de Paris, à Fontainebleau, ou je ne sais plus où. Voilà, donc c'était ça là, le questionnement. Et donc, il fallait qu'on dise que c'est possible de se perdre Mais dans la moi, forêt. dans de cette se- forêt, la première fois où j'y suis allé pour une randonnée pédestre aussi, à un moment donné, j'ai failli me perdre. Dieu merci, j'avais mon téléphone. Voilà. Voilà, j'avais mon téléphone. Parce que quand tu regardes les allées je ne sais pas si c'est une tequeraie, mais à un moment donné, ça se ressemble. Ça se ressemble vraiment.
Donc je peux comprendre. Et je sens que le Suisse a vraiment souffert. Quand je regarde les hématomes qui sont sur ses pieds et les blessures, franchement, Bon. en tout cas, bravo. On va retenir qu'il est sain et sauf. Et voilà. Bon, Maï me signale que les informations en notre possession nous signalent qu'il aurait passé 4 nuits. Bon, après, ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que quand on finit, heureusement, on a évité le drame. Là, on est dans la situation de la bonne nouvelle. Donc, les commentaires, on tourne en dérision un certain nombre de choses. Quelqu'un a dit, on ne sait jamais qui il aurait rencontré là-bas pendant ces 4 jours et ces 4 nuits dans la forêt du Banco. Un mouvement ou un goumet. Comment ça se fait? Mais bonne nouvelle, il a été retrouvé. On marque une courte pause. Et derrière, nous serons en compagnie de M. Yacouba Koné, dont il est président de la société automobile de crédit Sotoc, et il sera en notre compagnie sur le plateau du Grand Talk. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes très nombreux, très nombreux. Merci donc de nous regarder en direct via les canaux 206 du Bourg et Canal, puis c'est numéro 6 de la TNT. Également sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes très nombreux. Notre invité pour la suite est M. Yacouba Koné, je disais président de Sotoc, société automobile de crédit. Avec vous, il est question du transport urbain, du renouvellement du parc automobile dans des conditions économiques et par des conditions économiques viables. Bonsoir M. Koné, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Merci, vous êtes un jeune chef d'entreprise. C'est important, vous êtes ivoirien, vous êtes un jeune chef d'entreprise. Et aujourd'hui, on voit à travers la ville vos différents taxis, on va dire ça comme ça. Alors, nous avons bien voulu comprendre d'où part cette idée de vous lancer dans ce domaine-là. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est parti d'abord de la thématique des renouvellements de parcs. En 2017, le gouvernement ivoirien décide de prendre un décret pour freiner l'importation de vieux véhicules. Donc, il fallait trouver un moyen pour satisfaire le consommateur habituel qui était habitué à un prix d'importation. Donc, on est venu avec un modèle où, cette fois-ci, le consommateur a toujours le même prix, mais avec un nouveau véhicule. Donc, étant donné que le taxi de base, c'est une activité où l'investisseur achète le véhicule et le confie à un chauffeur qu'il ne connaît pas. Et il attend des recettes régulièrement. Donc, on s'est dit qu'on pouvait se servir de ce modèle-là pour mettre en place un système de remboursement. Donc, d'un côté, le consommateur va payer une partie du montant qui lui est du véhicule. Donc, ça lui permet de garder l'ancien prix et de l'autre côté, le remboursement est amorti dans la gestion du véhicule. Donc, voilà d'où part l'idée de Sotoc. Très bien. André? Moi, je voudrais quand même m'arrêter d'abord sur votre expérience. Brice a dit tout ça part d'où, mais vous êtes quand même très jeune. Et le secteur du transport, pour un jeune comme vous, enfin, pourquoi vous vous dites, moi en tant que jeune, si je dois mettre une idée géniale en place, c'est dans le secteur du transport. Ça représente quoi pour vous finalement, ce secteur-là? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on le dit, hein, le transport est beaucoup plus pratiqué par les djoulas, comme on le dit. Je cherchais comment vous allez dire ça différemment. C'est bien, en plus, une autre façon de c'est le dit, ouais, donc, globalement, on va dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a vu avec nos parents, parce que mon père, il est chauffeur, il a été transporteur pendant de longues années. On va dire jusqu'à présent même. Jusqu'à présent, il continue toujours d'effectuer le transport. Donc, on va dire globalement, mes oncles, tout le monde est carrément du secteur. Là. Donc, on va dire que c'est plus ou moins un héritage. Voilà, c'est venu mais comme ils ont ça. dû se dire, mais il est fou, ce jeune, de vouloir nous faire renouveler facilement comme ça nos vieux baka ou nos vieux taxis, quand même. Bon, ils ne diront pas ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Là, on dit, tout le monde se concentrait sur les Toyota qu'on importait. Et ces Toyota-là étaient déjà vieux de 10 ans et ça ne pouvait plus rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'un côté, on avait des véhicules qu'on gagnait autour de 3 millions, 3,5 millions. Et aujourd'hui, on a des nouveaux véhicules qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, c'était d'abord un problème. Il fallait trouver une solution. Et nous, la solution qu'on a trouvée, c'est d'essayer de garder l'ancien prix. Donc, vous avez un véhicule, par exemple, qui coûte 7 millions, où on vous permet de payer 3,5 millions, qui est l'ancien prix. Et en plus de ça, la seconde partie est remboursée par le véhicule lui-même en circulation. Donc, c'est une partie que vous n'allez pas supporter. Donc, là où vous allez avoir un véhicule vieux, vous avez un véhicule neuf. Donc, un véhicule neuf, ça veut dire moins de réparations, ça va forcément réduire le taux de carburant. Donc, et puis, le véhicule va rouler à plein temps. Il est garanti 3 ans. Alors qu'un vieux véhicule, généralement, les transporteurs, ils savent, ça roule peut-être une semaine, ça fait 2 semaines de garage, ça roule une semaine, ça fait 2 semaines de garage. Et quand le véhicule est au garage, c'est encore beaucoup plus d'argent.
vous gagnez moins d'argent dans les recettes, mais il faut toujours se casser la tête pour trouver de l'argent pour réparer le véhicule, le remettre en circulation. Très bien. Élisée? Quand on vous voit l'expliquer comme ça, c'est tellement fluide, ça l'aide. J'ai même demain envie de voir si je peux même prendre un prêt et puis me lancer avec vous dans le projet. Mais non, je sais que ce n'est pas dans la pratique aussi simple qu'on le pense. Comment vous arrivez, en maintenant l'ancien système, à faire en sorte que, avec le modèle que vous avez mis en place, vous arrivez toujours à sortir de nouveaux véhicules, mais à maintenir le système ancien? Comment vous arrivez à faire ça? Et puis, deuxièmement, ce que je voudrais bien savoir aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites après ces quelques mois d'activité? Parce que je pense que ça doit faire moins d'1 an ou 2 ans que vous êtes... Non, on est dans notre 3e année. 3e année, voilà. Au bout de 3 ans, quel bilan vous faites aujourd'hui? C'est quoi le parc auto aujourd'hui? D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre parc avoisine près de 600 véhicules. 600? 600 véhicules qui appartiennent à des gens, à des investisseurs. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, beaucoup d'hommes investissent dans ce secteur-là, mais vous allez remarquer que quand vous allez poser la question à ces personnes-là, ils vous diront que le transport n'est pas un secteur viable. Parce que beaucoup d'hommes en ont fait les frais. Et le problème se situe où? Au niveau de l'état du véhicule et de la gestion du véhicule. Parce que l'Ivoirien, globalement, se base uniquement sur l'achat du bien. Mais comment le gérer? Quand on sait que la plupart de ces personnes-là travaillent déjà, ils ont déjà un emploi, alors que gérer un véhicule, c'est un emploi particulièrement. Il faut concentrer tout son temps dessus. Donc, là où vous avez votre activité habituelle et que vous devez, en plus de ça, gérer un véhicule, c'est là que se trouvait la difficulté et beaucoup d'hommes échouaient. Donc, nous, aujourd'hui, c'est notre activité à plein temps. Donc, on a réglé le problème de l'état du véhicule. Parce qu'un véhicule qui est vieux, qui crée toujours des problèmes. Le problème, pas d'abord du problème mécanique, mais un problème même entre le gestionnaire et le chauffeur lui-même. Parce que parfois, il y a déjà une crise de confiance. Même quand le chauffeur dit vrai, c'est probable qu'on ne le croit pas parce que les chauffeurs eux-mêmes ont pris cette habitude-là de toujours dire des choses qui ne sont pas vraies sur les véhicules. Donc ça, nous, on a d'abord réglé ce problème avec un véhicule neuf qui tient déjà, qui est garanti 3 ans. Très bien. Voilà. Alors justement, vous avez dû combattre dans votre modèle certains préjugés parce que, je ne dirais pas comme vous, eh bien certains avaient utilisé un modèle économique pareil et on a reçu certains sur ce plateau qui s'étaient plaints d'avoir été grugés. Et donc quand les gens viennent vers vous justement, il va falloir avoir un solide capital confiance à leur présenter. Par rapport à ce que Brice dit, permettez que je puisse embrayer là-dessus, c'est-à-dire que là, votre modèle, il faut que nous le précisiez clairement pour qu'on comprenne s'il y a une différence ou bien il y a une crainte que ça tourne au vinaigre. Au vinaigre, comme ou que ce soit mal interprété. Que ce soit mal interprété. Là, vous, c'est quoi le modèle? Quelqu'un achète le véhicule, vous le mettez en gestion, et puis vous lui donnez son argent, et après, il récupère son véhicule X années plus tard. D'accord. Déjà, je pense que relativement à la question de Brice, c'est qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup de craintes. Nous, on a eu beaucoup de mal déjà à se positionner sur le marché à cause de ce problème-là. Mais nous, on a tout misé sur la communication et les partenariats. On a essayé de tirer vers nous des partenaires solides, des concessionnaires de la place. Et au-delà, on a essayé d'utiliser la publicité à 300 degrés, à 360 degrés. Réseaux sociaux, télé, affichage et tout. Parce que déjà, pour quelque chose qui est vu à la télé ou sur une affiche, automatiquement, ça t'apporte le cachet de la crédibilité. Donc, c'est par cette méthode-là qu'on a réussi d'abord, nous, à créer ce capital de confiance. Et de l'autre côté, l'activité, on a également essayé de résoudre le problème où on vend des recettes à des citoyens. Parce qu'il faut faire la différence. Aujourd'hui, on vous dit achetez un véhicule, on vous fait des versements. Là, ce n'est pas un véhicule que vous achetez, mais c'est plutôt des recettes. Nous, ici, on essaie de rendre le business beaucoup plus palpable. Vous achetez un véhicule, on vous montre le véhicule, vous voyez le véhicule, vous avez le temps de signer un document qui dit que j'ai vu mon véhicule, il est conforme, voici l'immatriculation. Et par la suite, on met le véhicule en circulation. Très bien. Et on vous donne la possibilité, vous, par exemple, avec le GPS, d'avoir l'application de GPS pour pouvoir même suivre votre véhicule. Et ce qui est intéressant et qui joue en votre faveur, c'est le temps. Parce qu'on avait posé la question à l'autre ici en le disant, mais est-ce que tu as déjà vu moi, la question ici non, mais c'est le cœur excuse-moi, c'est le cœur du sujet, hein, la question de la fiabilité, de la viabilité. Et je te cède la parole là-dessus. Il faut que vous nous précisiez très bien. Moi, je veux comprendre. Il a parlé du temps. Est-ce que ce véhicule-là, qui est mon véhicule parce que j'ai investi, reste mon véhicule ou bien, après, il tombe dans le patrimoine de Sotoc? Non, le véhicule, il reste votre véhicule. C'est pourquoi nous, on a 2 types de contrats. On a d'un côté le contrat où vous achetez un véhicule qui dit que M. X achète un véhicule. Et quand le véhicule est disponible, on a un autre contrat qui dit M. X accepte de confier ce véhicule-là
à gestion à Sotoc. Donc, on a séparé les deux contrats pour réellement mettre le volet concret dans notre activité. Tout à l'heure, vous avez parlé de fiabilité et de certaines garanties. Mais j'aimerais juste revenir en arrière. On a vu les agro-business ici. En termes de fiabilité, ils étaient même partenaires à des banques et autres. On partait là-bas, mais finalement, on a vu que c'était de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, est-ce que moi, j'ai 3 500 000, je vais voir M. Koné, chez lui, je veux un taxi. Après tout ça, là, comment tu me garantissais en fait que quand je finis tout ça, j'ai mon argent et peut-être 4 ans, 5 ans après, j'ai mon taxi? Je voudrais bien Vous n'êtes pas tombé dans l'affaire de l'agro-business qui était vraiment sûr en fait. Vous avez écouté tout ce temps ou pas? Oui, j'ai écouté justement parce qu'il parle de fiabilité. On va revenir sur ce Oui, on a dit vous avez un véhicule, il y a un contrat, le véhicule à votre nom. Mais est-ce que l'agro-business n'avait pas de contrat? Très bien, faisons juste une pause sur l'agro-business. Ce qu'il dit, c'est que l'agro-business, la réalité de l'activité n'existe pas. C'est le cœur du sujet en fait. Ici, l'activité existe. Justement, la pyramide de Ponzi, c'est ça. C'est-à-dire que l'activité, on vous dit, bon, nous, on va faire une plantation de tomates. Mais personne ne voit la plantation de tomates, personne ne voit pousser les plants, etc. Or là, pour clore vraiment le sujet, c'est que la voiture est là. Vous signez, c'est à mon nom, c'est Daouda Koulibaly. Et on dit à Daouda, je viens, est-ce que votre voiture, vous voulez nous la céder pour gestion? Vous dites oui, et vous signez, et à la fin, vous recevez l'argent. Donc c'est totalement concret, ça n'a rien à voir. Monsieur Koné, on est en train d'achever faire la fin. Je passe à autre chose. Vous avez remarqué, vos rapports aujourd'hui avec les syndicats des taxis, est-ce que c'est un modèle qui intéresse? Est-ce qu'il séduit? Est-ce que les gens sont des fondamentalistes? Ils gardent leurs anciens taxis? Comment ça évolue vos rapports avec eux? Déjà, on n'a pas de rapport direct avec les syndicalistes parce que le secteur du taxi-compteur est déjà réglementé. Donc déjà, nous, on a l'ensemble de tout ce qu'il faut déjà pour exercer l'activité. Donc ça fait qu'on n'a pas vraiment de problème. Parce que les syndicalistes sont beaucoup plus dans tout ce qui est Wawak, Baka et consorts. Et nous, on est typiquement dans le taxi-compteur. On ne fait pas de VTC, on ne fait que taxi-compteur. Parce que là aussi, il y a une différence. Voilà. Ouais. Il y avait un syndicat des taxis-compteurs aussi, oui, qui parlait de renouvellement. La MATCA, c'est ça. Mais je crois qu'ils sont aussi dans cette dynamique-là de renouvellement du parc. Et je crois que vous leur proposez une solution. Quelqu'un m'a dit, lorsque vous créez une application ou créez une idée, il faut que ça résolve un problème. Et je crois que vous venez résoudre un problème. Oui, justement, merci de temps. Je voudrais quand même demander à M. Koné, quel est votre regard aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'on posait comme question mes collègues. Parce qu'il y a un boom là de cette activité. Quel est votre regard aujourd'hui sur le modèle que proposent les autres? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une alerte? Il y a le ministère des Transports, il y a d'autres partenaires financiers, etc., donc l'État. Est-ce que vous avez une alerte précise sur comment le système le mot qu'on a utilisé, de renouvellement du parc est en train de se passer? Est-ce que vous avez une alerte ou bien vous dites, bon, pour le moment, tout va bien? Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Parce que réellement, nous, on a organisé récemment la conférence nationale sur le transport. Le but, c'était réellement de sécuriser le secteur en lui-même. Parce que quand vous entamez un processus, ou bien vous entamez un business qui marche, tout de suite, tout le monde rentre dedans. Et après, ça va vite et en dérive. Donc, ce que nous, on a essayé de faire, c'est d'instaurer une conférence qu'on va faire chaque année pour permettre déjà à tous ceux qui veulent investir, non seulement, et à l'ensemble des acteurs du transport, de mieux comprendre afin de faire des investissements sécurisés. Parce que récemment, il y a une entreprise qui a fait typiquement le même modèle et des gens sont partis investir. Ils ont proposé 1 million pour un véhicule. Des gens sont partis investir, des gens même acheté 10. Ouais. Sans avoir vu un seul. Voilà, et finalement, le monsieur a disparu. Ça fait mal, hein? Voilà, donc je pense que globalement, nous, on essaie de mêler des actions aujourd'hui pour mieux nous rapprocher des pouvoirs publics, non seulement, mais aussi pour essayer de sécuriser le secteur globalement. Parce qu'il ne suffit pas d'être leader dans le secteur, mais il suffit aussi de sécuriser le secteur parce qu'une fois que le secteur prend un coup, tout le monde en pâtit. Très bien. Juste une dernière. Ce secteur-là représente en termes de renouvellement combien de milliards, combien de... Enfin, je veux voir la masse salariale, la masse financière que vous êtes en train d'adresser. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, récemment, j'ai regardé certaines statistiques sur le net qui disent que les déplacements globalement au niveau d'Abidjan sont couverts autour de 67%. Donc, dans un premier temps, je pense que l'apport de nouveaux véhicules dans ce secteur-là contribue fortement à réduire déjà le taux de déplacement qui est plus ou moins insuffisant. Et de l'autre côté, un véhicule neuf, ça va forcément contribuer en termes de, je veux dire, parce que les vieux véhicules, c'est beaucoup plus de panne, c'est beaucoup plus d'entretien. Donc, les nouveaux véhicules vont venir avec ça. Et en plus de ça, pour un parc autour de 600 véhicules aujourd'hui, si on va sur la base d'un véhicule chez le concessionnaire autour de 6 millions,
vous voyez plus ou moins ce que ça crée en termes Après, de... les avantages Voilà. écologiques, parce que c'est des véhicules qui polluent moins. Oui, Monsieur effectivement. Koné. Voilà, en tout cas, nous, on a souhaité un tout petit peu évoquer cette situation avec vous parce que. Je viens avec dans le mes 3 domaine, millions demain. vous êtes en train. Je ne paie pas 500 000. Hein. Vous êtes en train. Non, il n'y a pas... Donc, il y a des moments, il faut vraiment que je vous rappelle que vous êtes sur un plateau de télévision. Je ne sais pas si c'est la table qui vous fait penser à un kiosque. Non, la table me fait passer un kiosque sur Diallo, sincèrement. Merci, M. Koné. Et puis, félicitations. Hein. Voilà, on a souhaité célébrer donc, nos champions nationaux, des personnes dans des domaines qui font de belles choses. Et si je vous arrêtais un instant pour juste une question? Comme tout. Je vais me fâcher. Le vieux. Ne vous fâchez pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes tout jeune que vous vous dites j'ai réussi et je vais me lancer dans des actions caritatives? Je veux qu'on parle de ça juste Oui, un instant. parce qu'il y a un volet. Pourquoi c'est? Parce qu'on vous voit un peu très actif à Diagoné Fla, etc. C'est quoi l'idée bon, vous auriez pu être un vieux et pour commencer à faire ça, mais vous êtes jeune et pourtant vous le faites. Pourquoi en fait? Bon, déjà, moi, en termes de loisirs, je suis beaucoup limité. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fait, et quand on regarde d'où on vient, parce que quand même, on est fils de pauvres, peut-être le mot est fort, mais je sais qu'il y a quand même des moments où je suis allé à l'école sans chaussures, par exemple, où peut-être c'était difficile d'avoir le kit scolaire et tout. Donc, aujourd'hui, dans ma position, je me dis je peux aussi aider d'autres personnes, justement. Donc, c'est pourquoi chaque année, j'organise des activités pour soutenir vraiment cette population-là. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Bravo, c'est bien. Merci d'avoir été sur notre plateau. À cette allure-là, c'est sûr que de 600, on sera à 1200 véhicules bientôt. Voilà. En tout cas, sur nos pages des réseaux sociaux, vous avez donc l'invitation de nos internautes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur notre plateau. Et on aura certainement d'autres occasions de vous recevoir. Et sait-on jamais, Daouda va peut-être... Quoi Si tu dis, tu sais que... Il ne faut pas le mettre dans ton affaire. Il ne faut pas le mettre taxi. Voilà, ça Non, va, je Daouda. vais payer mon taxi demain même. Mon pas le mettre dans ton affaire. Cette journée n'a pas du temps chargé. Merci beaucoup, D'accord, monsieur. merci Merci beaucoup. d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. On vous remercie d'être passé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Vraiment Merci. bravo. Hein, Merci bravo. beaucoup. Merci. Bravo encore. Quelqu'un fait, la Côte d'Ivoire a donc besoin de ce genre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les amis, on va évoquer symbole. pour la suite la visite de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dans l'armée. Donc le PPACI interpelle le Premier ministre Patrick Achi. Les faits, Daouda. Bon, en gros, tout part en fait d'une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui, depuis l'annonce de la visite de Laurent Gbagbo dans l'armée, certaines personnes se réclamant du RAGP estiment que M. Monet, Léon Monet, qui organise la visite de Laurent Gbagbo dans la région, il ne pouvait pas venir, tout et tout, ils vont barricader. Donc, de fil en aiguille, finalement, les choses ont commencé à se corser entre les deux camps. Et le PPACI qui, lui, accuse le Premier ministre d'être derrière cela, bon, il ne sait pas sur quoi il se base, mais après, les cadres de l'armée ont fait une sortie pour dire non, vous ne pouvez pas accuser, le Premier ministre et les cadres du RAGP parce que ce n'est pas parce qu'une ou deux personnes ont pu dire des choses de façon isolée que ça va prendre tout le monde en compte. En fait. André et Élisée. Élisée, peut-être d'abord. Comme vous direz, j'ai beaucoup parlé. D'accord, ok. Moi, je pense que la vidéo existe, la vidéo est réelle. On a entendu les propos qui ont été tenus à travers la vidéo par un groupe d'individus, bien évidemment se réclamant proche du RHDP, ou du moins du RHDP parti auquel appartient le Premier ministre Patrick Achi, des ressortissants de l'armée qui ont tenu des propos qui, à mon sens, n'ont vraiment pas leur place. Et on a vu aussi des actes de destruction d'affiches. C'est vrai qu'on dirait que même en Occident, on voit des gens détruire des affiches, on voit faire un certain nombre d'actions contre l'adversaire politique et autres, mais je pense que... Et des actions qui sont condamnables. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas toujours ramener les choses à l'Occident ou bien ailleurs, parce que les contextes ne sont forcément pas les mêmes. Aujourd'hui, on tente, depuis quelques années, d'apaiser la situation, parce qu'on a traversé une situation vraiment difficile. On a traversé une crise qui a conduit officiellement, ça peut-être très souvent on ne le dit pas, mais il est bon aussi qu'on le dise sur le plateau de temps pour que les gens comprennent. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire, là, officiellement, a fait 3000 morts. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire 3000 morts, là, c'est au moins le tiers du stade Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire que c'est beaucoup. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on est passé par des situations douloureuses. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils voient la Côte d'Ivoire, ils se disent, ils sont même étonnés qu'on soit passé par des périodes de crise, parce qu'ils voient comment on a pu rebondir. Mais il ne faut pas qu'on tombe aussi dans des attitudes qui peuvent nous ramener en arrière. Ça, ce n'est pas utile.
que le président Laurent Gbagbo veut aller dans la mer. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre point de vue. Mais nul point n'est besoin d'aller détruire comment on appelle ça, des pancartes, point n'est besoin de faire des vidéos de menaces. C'est inutile. On n'en a même pas besoin aujourd'hui. Et ce n'est même pas l'avantage, je dirais encore, du pouvoir en réalité. Très bien. Après, on parle de formation, d'éducation, des militants. Je crois que c'est un peu tout ça, parce que je ne suis pas très sûr que cette initiative-là, je ne suis pas très sûr, j'insiste, soit une initiative qui soit... Qui a été commanditée. Non, moi, je pense oui, parce que franchement, ce n'est pas l'initiative la plus intelligente qu'a pu commettre le fameux stratège qui a pu conseiller ça. Non, moi je pense que ça, Élisée l'a rappelé aussi, c'est que les destructions d'affiches, ça se fait partout. Mais il a raison de dire, il y a une question de contexte. En Europe, on détruit les affiches, on fait voilà. Mais c'est l'instrumentalisation. Quand vous le dites, est-ce que quand vous dites on les détruit, je veux bien comprendre, c'est pas normal. Vous allez voir. Non, mais si en Europe, il y a des destructions d'affiches, oui, où les gars enlèvent. Mais ça se détruit, mais est-ce que c'est pas normal? Non, là, je dis le fait. Le fait, il y a des destructions d'affiches. Maintenant, la suite de ma pensée, c'est l'exploitation qu'en font les différents camps politiques. Ils en font un sujet politique, alors que c'est un sujet de vandalisme qu'il faut condamner, non seulement en portant plainte auprès de la police, parce qu'à un certain moment, voilà, c'est des biens qui sont détruits. Donc je pense que, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, arrêtez d'instrumentaliser à des fins politiques le comportement de certains vandales. Moi, c'est ça le truc. Ils ont commis des violences, vous portez plainte, il y a des vidéos, la police doit chercher à les arrêter. Mais quand on va commencer à faire de ça une action politique qui va commencer à créer de la dissension, et c'est là où Élisée parle du contexte, c'est ça qui va poser problème finalement. On exploite un élément ou un événement qui est un événement de droit commun des bandits. Un cas isolé. Mais souvent, est-ce que vous me direz si je me trompe, est-ce qu'on n'exploite pas ça parce que ces personnes-là se revendiquent d'une chapelle politique? Brice, mais c'est ça, il n'y a pas d'instrumentalisation. C'est pourquoi il n'y a pas d'instrumentalisation. Tous les partis politiques au monde, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a des éléments, il y a des militants incontrôlés qui font des choses de façon isolée. Qu'on le veuille ou non, je pense que le PPSI accuse Patrick Hachi, mais je veux dire, pour la classe politique que je connais, Patrick Hachi, depuis que je l'ai vu ministre du Plan, c'est l'homme qui est très pondéré. Je ne pense pas qu'il puisse... Voilà, il ne peut pas être très pondéré. On ne battait le pas à Daouda. Quand même, mon très cher Brice, j'allais dire, soyez un peu sérieux. Il s'agit de quoi? Il s'agit, et je le répète, de faire en sorte que nos affiches ne soient pas détruites. Pourquoi je vous dis ça? Brice, qui est un organisateur de concert, vas-y, mets la grande affiche de ton artiste, je ne sais pas où, au Grand Carrefour, c'est un artiste. Mais il y aura des gens pour déchirer l'affiche. Mais le concert, ça s'est produit avec kérosène d'ailleurs. En France, justement. Oui, donc, ce que je veux dire, voilà pourquoi j'insiste sur l'instrumentalisation qu'on en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui peuvent être de partis politiques ou pas, détruisent des affiches, mais excusez-nous, il ne faut pas qu'on en fasse un problème qui va nous amener à nous tirailler, à nous saisir comme si c'était une affaire politique. C'est vraiment une affaire de bandits, de vandales, et puis voilà. Bon, écoutez, moi, de toute façon, je suis dans un parti. Le fameux stratège va dire, bon, si les gens se réclamant du parti B ont décidé, donc là, en l'occurrence, ils se réclamaient du RHDP. Ils l'ont dit clairement. Disent, nous sommes du RHDP, nous, on détruit les affiches, ainsi de suite. Donc, les autres vont dire, écoutez, nous condamnons l'attitude des militants qui se réclament. Non, mais l'attitude d'avoir devant de telles situations, l'attitude d'avoir, c'est ce que je dis, c'est de porter plainte devant les autorités compétentes pour que des enquêtes soient menées et qu'éventuellement les auteurs soient poursuivis et soient condamnés. D'autant plus qu'ils sont connus. Parce que ce qu'André dit s'entend. Il y a une vidéo, ils sont connus. Ce qu'André dit s'entend. Parce que quand on laisse cette démarche et qu'on fait une publication, mais qu'on fait une déclaration dans laquelle on fait des insinuations qui peuvent porter des insinuations d'accusation. Ils ne disent pas ouvertement que c'est le Premier ministre Patrick Hachi, mais ils répètent les vidéos des gens qui se réclament de vous. C'est vrai que c'est des faits. Mais vous dites, on interpelle le Premier ministre. Mais attends, des gens sont venus vandaliser vos affiches et tout ça. Mais on n'interpelle pas le Premier ministre. On va carrément voir la police. Voici ce que des gens ont fait. Ils sont reconnus, ils sont visibles sur des vidéos. On porte plainte, il faut les arrêter. C'est tout. Donc, arrivé à un certain moment, il ne faut pas se donner de l'ampleur à des situations. Comme André le dit, je suis entièrement d'accord avec lui, qui donne l'impression d'aller dans la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, là, les masses, on sait, nous tous on sait, ce n'est pas qu'on veut injurer qui que ce soit, mais on sait que les masses, elles sont confinées à ce que leurs leaders disent. Il suffit juste qu'on dise non, celui-là est contre moi. Les gens ne vont même pas chercher à comprendre. Ils vont tout de suite aller. Donc c'est un peu difficile. En Côte d'Ivoire, les gens aiment beaucoup. Il faut avoir de la responsabilité. Très facilement dans la victimisation. Et l'Ivoirien, on le connaît tous, il est toujours pour
le pauvre et l'orphelin. Donc, se positionner en pauvre et orphelin, bon, ça peut... Oui, peut-être que c'est exagéré, Brice. Tu dis Daouda, mais quand tu dis on ne veut pas que je vienne, on ne veut pas que je vienne, finalement, on a vu des gens en Côte d'Ivoire ici remplis des stades parce qu'ils disaient que non, on ne veut pas me sponsoriser, on ne veut pas faire ceci. C'est la victimisation, il faut arrêter. On a été très heureux. Très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Grand Talk. Pour la suite, vous avez le direct de la Nice, hein, donc la nuit ivoirienne du 7e art, donc sera en direct sur Live TV tout à l'heure. Rendez-vous qu'on vous propose de regarder. Il y aura... Brice, non, à événement exceptionnel, programme exceptionnel, ceux qui ils sont nombreux à aimer le JT, ils l'auront pas. On va en prime à la nuit donc, du 7e art. Hein. C'est ça. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.